Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Ethereum domine et aujourd'hui le confirme. Bitcoin accélère, Hermès, stoppé. Ethereum, objectif atteint, 110% dans la poche. Prenez l'objectif, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois de risk management, plutôt pour les investisseurs. Que vous soyez court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement sur le moyen long terme et m'offre d'excellents résultats sur les marchés traditionnels comme les cryptoactifs, complètement gratuits. N'hésitez pas à venir la télécharger, c'est un PDF d'une vingtaine de pages disponible sur le Discord dans l'onglet documentation, le lien dans la description. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on a ouvert une académie depuis début septembre, on est une centaine à regarder en direct et en replay l'ensemble des vidéos. Aujourd'hui, il y en a plus de 60 qui ont été mis en place, 70 heures de contenu académique. Je partage mon expérience, je partage mes setups, je partage ma philosophie, ma psychologie et on travaille beaucoup sur la gestion notamment des émotions. Et il en faudra les tenir, ces émotions, tout au long de ces arrachements aussi et de la continuité de ce Bitcoin. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant. J'avais un petit setup, donc je l'ai pris personnellement, vous savez, que ce soit sur du court terme, du moyen terme, du très long terme. Quand on voit des setups, on les prend et malheureusement, on ne gagne pas à chaque fois. L'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est de perdre ou gagner plus de fois en fonction du risque-récompense que nous avons décidé que l'on ne perd d'argent, bien évidemment, et d'en tirer un rendement. Voilà l'objectif. Bon, malheureusement, il y en a deux qui ont été essayés dans un contre-tendance. Je rappelle encore une fois que la contre-tendance est le trading le plus difficile à manœuvrer, et ça ne fonctionne bien évidemment pas tout le temps. Donc je me suis fait tout simplement stopper. Attention aux tailles de position, ça ne me fait strictement rien, bien évidemment, puisque ce sont des toutes petites positions, c'est 0,3, 0,4% du capital trading qui est investi dans ce type de setup, et l'objectif c'est de le répéter un nombre incalculable de fois, et d'en tirer tout simplement un rendement. Bon, on peut effacer ce petit triangle de contraction puisqu'il semblerait qu'il y ait eu une résolution avec une bougie notamment en daily, donc émotion, confirmation, ici l'acceptation avec une accélération. Pour ma part, on fera attention bien évidemment aux réintégrations, donc on pourrait éventuellement laisser ce petit range ici tranquillement. S'il y a une réintégration, peut-être éventuellement l'accélération baissière pourrait être mise en place, mais actuellement rien ne l'indique et encore une fois, on ne le voit pas, donc difficile à jouer. Tout simplement. On a un semblant de divergence. Je vous avais dit par rapport à cette 5, si vous utilisez les vagues d'Elliott, j'attendais en fait tout simplement un petit rebond. Donc je ne pensais pas que ça allait être aussi puissant, mais on va l'expliquer pourquoi, puisque c'est super intéressant qu'après coup, on explique pourquoi ça a fait ce type de choses, et je vous le dirai juste après. Donc vous avez une forme de divergence qui est que potentielle ici, avec des structures de divergence qui sont beaucoup plus long terme, notamment weekly, dans une situation de surachat ici. Donc ça peut être extrêmement dangereux, avec des drawdowns de 20 voire 30%. Donc je maintiens cette dynamique-là. Est-ce que je la joue debout sur la table avec l'intégralité de mon capital ? Loin de là, bien évidemment, puisqu'on n'arrête pas un train qui part et un TGV à pleine puissance. Et j'ai eu ce commentaire-là. Hermès, tu le dis tout le temps, pourquoi tu veux shorter un TGV qui part ? Alors là, c'est plus un TGV, c'est plutôt une fusée, soit dit en passant. Et je joue tout simplement mes setups. Vous savez, en fonction des time frames que je vise, j'ai des conditions, 3 conditions, je les joue, tantôt je gagne, tantôt je perds. L'objectif, c'est d'en tirer un rendement, tout simplement. Donc on ne gagne bien évidemment pas à chaque fois, et je continuerai à le faire. Actuellement, je n'en vois plus, il faudra attendre un peu plus de temps. Et si vous voulez jouer éventuellement ces conditions-là par rapport à des divergences potentielles qui pourraient éventuellement être confirmées, c'est un petit peu dur à dire, mais il faudra attendre une clôture en daily actuellement en dessous des 51 000 $. Donc ça fait un petit peu loin éventuellement pour attendre ces confirmations. Et à ce moment-là, le risque-récompense serait peut-être déséquilibré. Précédemment, le risque-récompense était intéressant pour aller chercher des commandes descendants, pour aller chercher les 48 000 $, que ce soit sur les options ou que ce soit sur le price action. Là, si on revient à chercher les 51 000 $, peut-être que ce sera un risque-récompense un peu moins intéressant. On le regardera d'ici là. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, personnellement, je m'en écarte et je ne le jouerai pas. Donc, le prochain objectif, je vous le dis en toute franchise, si vous devez, et aujourd'hui, on doit rester... alors, c'est très important de changer très rapidement de psychologie. On s'est fait stopper, c'est pas pour ça qu'on va passer permaboule ou qu'on va tout mettre all-in sur la table parce que je me suis fait stopper, donc je me remets tout mon capital qui me reste en levier x100 pour aller chercher les 70 000 $. Mais les objectifs sont là. Prochain objectif par rapport à ce breakout, puisqu'on vient de breaker, donc on a eu... l'émotion ici, la confirmation, on est en train de faire une acceptation en daily. Le prochain objectif sur cette time frame là, c'est 70 000 $. Et oui, donc vous avez un premier objectif par rapport à cette trompette, ce canal d'élargissement par rapport à la hauteur du canal de départ, donc juste là, donc on le prend, on le copie-colle tout simplement, donc vous prenez ça,
touc, et vous allez le mettre là-bas par rapport au petit breakout. Premier objectif, ici, les 58 000 $. Ça, c'est de la pattern, hein, ni plus ni moins. Le deuxième objectif, vous prenez l'intégralité de la tempête, ici, avec le breakout, et on va le chercher, tout simplement. Donc, ça fait 70 000 $. Et c'est assez drôle, puisque c'est une confluence parfaite par rapport au para-range qu'on trace indéfiniment, donc plutôt des trendlines haussières avec des objectifs. Alors, je les marque comme ça, personnellement, puisque ce sont des objectifs de prise de profit de TP par rapport à les acheteurs, puisqu'on suit les flux ici. Et les flux sont violents. Ceci doit se soit dit en passant. Bon, on va regarder deux choses. La première chose, c'est la dominance des stablecoins, pour savoir si oui ou non on commence à arriver à sec au niveau des afflux de liquidités, et notamment au niveau des stablecoins qui rentrent sur ce marché. Le deuxième, c'est au niveau de l'order flow. Donc on va regarder le premier ici, et on l'avait dit, que ça fait très longtemps, et c'est vrai que c'est toujours difficile à croire, mais maintenant qu'on le constate, c'est plutôt plaisant. On avait besoin de personne pour envoyer Bitcoin à 50 000 $ ou 53 000 $. Ce sont des objectifs qu'on avait visés ensemble, les fameux 53 000 $ avec des targets, des niveaux de points de Fibonacci dans une zone de rechargement de vente logique long terme. Et on peut encore continuer à grappiller aux alentours de cette trendline ici. Donc les trendlines fonctionnent très bien, les Fibonacci fonctionnent très bien. Et je le remets. Et malgré ce que je vois, ou malgré ce que nous voyons actuellement, que c'est extrêmement haussier, etc., on est bien dans une situation ou dans un contexte plutôt de prise de profit ici. On accumule généralement dans les achats ou dans les capitulations, on a vécu la capitulation, donc on investit dans la capitulation, et on prend des profits dans les ventes, voire dans les excès finaux, tout simplement. Donc on avait besoin de personnes, on n'avait pas besoin foncièrement de nouveaux entrants de façon massive pour arriver au prix là où on est actuellement, et on voit qu'on continue à aller chercher au fond des tiroirs, dans la poche, pour les dernières petites pièces. À un moment donné, il n'y en aura plus, il faudra réellement ajouter de la liquidité, et actuellement elle ne vient pas, cette liquidité. C'est relativement... comment on pourrait dire ça, c'est modeste, si vous voulez. On n'est pas aux nouveaux ATH au niveau des stablecoins, on n'est pas au niveau de tous les sommets avec des flux entrants de plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Ça, c'est concernant le marché crypto. Maintenant, il faut regarder autre chose, éventuellement, et ce sera du côté des ETF, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier, que personnellement, j'en ai été surpris, voire bouche bée. On peut presque dire que le marché m'a cloué le bec ici, et il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de fierté, l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, bien évidemment, c'est de gagner. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, au niveau de l'order flow. On a quelques petites pistes de réflexion, avec à l'unisson une explosion littéralement haussière, avec toutes les baleines, les baleineaux et tout le monde dans la joie et la bonne humeur à avoir en fait ces arrachements haussiers. Donc il semblerait qu'il n'y ait plus réellement de collatéraux par rapport aux ETF, donc ils sont peut-être contraints à acheter au marché. Et c'est là où je vous ai dit, ne vous portez pas contrepartie de ces nappes de liquidité qui sont en attente. Certes, mais avec des ordres qui sont placés notamment sur Bitfinex, qui attendent patiemment d'être fill. Et croyez-le ou non, ils ont été fill. Et ils ont été fill en one shot. Donc, on peut partir du principe que BlackRock ou d'autres acteurs des ETF, 9 au total, ont besoin finalement de ces liquidités pour pouvoir continuer à alimenter leurs ETF, pour pouvoir l'équilibrer. Ils sont obligés d'avoir la contrepartie. Donc on l'avait éventuellement attendu, on l'avait éventuellement expliqué. Maintenant, je vous le dis en toute franchise, je ne m'attendais pas à un tel niveau d'engouement par rapport aux ETF. Et c'est rassurant, puisque je ne suis pas le seul à le penser. Il y a eu un décrochage assez fort au niveau des fundings ici, au niveau des open interest, pardon. Les fundings dépassent complètement l'entendement, et il y a eu des prises de profit extrêmement massives sur Bitfinex, et ça, vous le voyez sur cette charte-là. Donc je vais tout effacer, comme ça vous le verrez mieux. Vous voyez juste là, hop, un décrochage assez violent au niveau des open interest du côté des ratios long-short. Donc là, c'est plutôt les longues qui se dégradent. Donc ça veut dire que Bitfinex prennent profit ici. Donc il y a des très gros portefeuilles qui prennent profit et bien évidemment qu'ils utilisent ces événements de liquidité, ces achats extrêmement massifs au marché pour pouvoir prendre des TP, puisqu'ils ont des très grandes quantités d'ordre à passer. Et je m'inscris dans cette logique-là. Donc ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer à monter. Ça veut juste dire que ces informations du marché sont des constatations. C'est la réalité. C'est comme ça qu'ils font fonctionner, bien évidemment. Donc on tente de prendre des positions quand ça baisse et on tente de prendre des profits quand ça monte. On n'achète pas les bottoms et on ne vend pas les tops. Ça, c'est une chimère, ça ne fonctionne pas littéralement. Pourquoi ? Parce que personne aujourd'hui ne peut attester que sur ce top provisoire potentiel à 57 000 $ par exemple. Personne ne peut l'attester, c'est pas possible. Et je sais que beaucoup ont vendu, moi le premier d'ailleurs sur ces longues que j'avais pris depuis les 20 000 $, les 36 000 $, qui pouvaient être un objectif sur un premier arrêt dans un marché baissier.
Et aujourd'hui, on se retrouve à 56 000, 57 000 dollars. Et je continue à vendre, mais pas des mes bitcoins, plutôt sur mes crypto-actifs préférés. Et quand vous voyez du Uniswap qui prend du 50%, quand vous voyez du CAP qui prend du 70%, quand vous voyez vos crypto-actifs préférés qui prennent des 110%, pensez à moi et prenez quelques profits. On n'est jamais déçu de se récompenser d'un travail bien fait. Côté funding, ça, c'est assez important. On vient de dépasser les entendements. Voilà, on est à des plus hauts niveaux de funding depuis 3 ans. Les spreads sont au plus haut. Clairement, l'offre est nettement inférieure à la demande. La demande est fortement prépondérante. Bon, ma foi, dans ces contextes-là, généralement, on s'en prend une derrière la tête. La dernière fois qu'on l'avait observé, ce type de situation, c'était juste là. Et encore, on était quand même beaucoup moins élevé. Là, on est encore plus élevé. Et lorsqu'on était ici, on était parti chercher la liquidité, puis on avait fait un drawdown aux alentours des 15%, 20%. Donc, je pense que les 30%, on pourrait allègrement aller les chercher si on décidait de retourner ce marché. Actuellement, on ne peut pas le jouer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est extrêmement difficile, même à contre-tendance, si vous n'avez pas en fait de setup concret. Ça, c'est très important. Il faut que vous jouez vos propres setups. Je joue les miens et vous voyez bien que ça ne marche pas tout le temps. Et ça marche même souvent, pas si souvent que ça. Mais ça reste à en tirer un rendement puisque les risques-récompenses sont nettement en faveur du gain plutôt que de la perte. Donc un minimum de ratio de 1 pour 1, voire de 2 pour 1, voire de 3 pour 1, voire de 10 pour 1, pourquoi pas, c'est complètement jouable. Mais maintenant, le risque est toujours prépondérant par rapport à la performance. Donc plus le risque est très grand, plus la performance est très grande, plus le risque est faible, moins la performance est grande, évidemment. On continue avec juste cette information-là. Je ne voulais pas l'oublier, c'était ici. Bon, il n'y a plus de liquidité, jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'on a tout pris. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il n'y a plus de liquidité à aller chercher au nord, ça veut dire que le prix peut s'accélérer. Évidemment, s'il n'y a plus de contrepartie vendeuse et que nos amis des ETF, si on peut les appeler comme ça, puisque c'est plutôt de bon augure par rapport au marché, n'a plus de contrepartie acheteuse, le prix va pouvoir éventuellement rentrer dans ce qu'on appelle un choc de demande. Et là, ça va se décaler de façon franche. C'est pour ça que je me joins à vous, et d'ailleurs vous êtes les premiers à me prévenir, difficile de shorter un marché en pleine expansion, avec une accélération, avec tout ça. Oui, donc là, maintenant qu'il n'y a plus vraiment de setup, maintenant qu'on n'a plus réellement de visibilité et qu'on ne rentre pas nos petites cases dans les carrés, malheureusement, on peut voir tout ça s'accélérer. Donc prendre un short de contre-tendance sous le coup de l'émotion parce que c'est allé trop vite, trop fort, trop en surachat, partez du principe que le marché peut continuer à monter plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. C'est pour ça qu'il faut faire des petits setups avec des petits plays, avec des risques-récompenses très déséquilibrés en faveur d'une performance positive. Et si vous regardez au niveau de CoinGlace, c'est assez rare sur les 30 derniers jours avec des fundings qui sont complètement délirants. Alors, j'étais content qu'on me paye pour pouvoir alimenter de la liquidité vis-à-vis de mes shorts. Je me suis fait littéralement éclater. Et bravo à celui qui a pris ma position aux alentours des 56 100 dollars. C'était donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On peut l'expliquer de façon extrêmement simple, cette accélération, cette prise de liquidité, cette explosion haussière, cette explosion démesurée. 1 milliard de dollars du côté de BlackRock de volume. C'est un record historique. Vous avez également ici 519 millions de dollars en une journée. Comme quoi les gens, tout au long du week-end, avaient eu le temps d'en discuter, et on reprend sur un nouveau plus haut, sur un record encore historique proche de 10 000 bitcoins qui a été capturé en l'espace d'une journée. Mais c'est pas BlackRock qui a le record, c'est Fidelity qui a le record. Et c'est vrai qu'on a vu des informations de son PDG notamment, pour dire qu'ils étaient en train de pousser très fort pour que l'intégralité ou qu'une grande majorité de ces spéculateurs, en tout cas de leurs clients, mettent entre 1 et 2% de Bitcoin à l'intérieur des ETF. Bon, c'est quand même pas mal, si vous prenez 1 ou 2% de 5 000 milliards, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Donc, Fidelity reprend entre guillemets la danse et talonne au niveau de BlackRock, donc ce sont des mastodontes des gestions de fonds. Ma foi, tant qu'ils continuent à acheter, je vous le dis, le prix peut réellement se décaler au nord. Donc on évite d'être debout vendeur sur la table, mais ça fait relativement longtemps qu'on le dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer nos setups, bien évidemment. Deuxième petite chose, après avoir liquidé les positions longues de 51 000 dollars, le BTC est venu détruire les positions short de 50 millions pour nous offrir un joli short squeeze au-dessus des 56 000 dollars. Alors c'est pas un short squeeze, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu un vrai short squeeze. En tout cas, c'est comme ça que je l'identifie, puisqu'en fait, vous voyez ici que vous avez des prises de liquidité au niveau des shorts qui sont décroissants.
Donc clairement, c'est pas une volonté d'aller chercher la liquidité, en réalité. La volonté d'aller chercher la liquidité, je pense qu'on la fera, mais plutôt à l'envers, hein. Ce sera plutôt du côté... du côté baissier, hein, du côté sud. Parce que oui, là, on sait que si les fundings sont extrêmement positifs, bah, c'est on a un besoin d'apporter de la liquidité de contrepartie pour pouvoir alimenter des longs qui sont actuellement chauds. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça doit baisser. Ça veut juste dire qu'il faut trouver cette contrepartie-là. Et la contrepartie s'inscrit dans les fundings. Ça, c'est super important. Donc, c'est assez délirant, hein. Toujours BNB en négatif ici, donc plutôt positif. Là, on peut éventuellement initier des short squeeze sur BNB notamment. D'ailleurs, il y a eu 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est que 3 ans de sursis ou d'obligation de je ne sais plus quoi pour Binance, qui est en fait une très bonne nouvelle pour information. Il faut le prendre comme ça, parce qu'on pensait encore, ou on pouvait encore lire à droite et à gauche que Binance pouvait rester contraint à rester sur le sol américain, voire aller en prison directement, hein. La sentence a été donnée, ils ont suivi en fait les réquisitions et 4,3 milliards, je pense, d'amende, donc qui avait déjà été provisionné vis-à-vis de Binance, et 3 ans de mise à l'épreuve pour ces aides. Franchement, c'est une très bonne nouvelle, donc c'est plutôt de bon augure. Il y a aussi une autre chose, mais je me rappelle plus de la petite news qui était plutôt chouette, un petit peu dans la même logique. Bon, je sais plus c'est laquelle, mais bon, encore une fois, des news bullish. Donc ma foi, des news bullish qui alimentent une hausse, bah c'est que c'est forcément haussier, évidemment. Je n'ai pas plus de choses à dire. On explique le pourquoi on continue à grappiller quelques pourcentages et quelques points. Bah, il faut le laisser tout simplement courir. Prenez vos profits lorsqu'ils se présentent. Moi, personnellement, je suis cette stratégie des 4 euros depuis maintenant de très nombreuses années. Et on continuera tout simplement à venir s'exalter. Je maintiens que, jusqu'à preuve du contraire, Ethereum est plus dominant que Bitcoin. Et on a atteint l'objectif, de façon assez rapide d'ailleurs. Il était juste ici, je vous le remonte. Vous vous rappelez ce petit objectif qu'on avait tracé ensemble par rapport à ce canal, une espèce de raising wedge ici qui a été finalement résolu à la hausse. Mais généralement, c'est plutôt comme ça qu'on devrait observer ce type de pattern. Ben, on est très heureux de l'observer. Donc les objectifs sont dans les deux camps, hein. Et puis voilà, objectif complètement atteint. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Éventuellement, consolidation éventuellement, pour commencer un petit peu à prendre des profits lorsqu'ils se présentent, voire aller chercher un petit 618 avec un petit rejet, et ma foi, peut-être une accélération d'ici mai, le temps de pricer convenablement les ETF au comptant Ethereum. D'ici là, peut-être qu'on aura des informations comme quoi Gensler vivant, il n'y aura pas de def au comptant Ethereum, et à ce moment-là, ce ne sera pas forcément de bon augure pour l'ensemble du marché, en passant par Ethereum, bien évidemment, mais les objectifs sont atteints. Donc si vous avez joué ce breakout-là, prenez vos profits, bien évidemment, lorsqu'ils se présentent. Vous n'en serez jamais déçus. On finit là-dessus. Jeudi, on parle de beaucoup de cryptoactifs qui sont dans des situations relativement alléchantes, hein, notamment dans du swing spot ou de breakout spot. Je veux parler notamment de CRV qui est dans une situation de congestion aux petits oignons. Plus personne n'en parle. Moi, clairement, j'ai une position là-dessus qui m'attend. Mais j'attendrai bien évidemment mon émotion, ma confirmation, et je jouerai, comme je le fais si souvent, des accélérations. Et je finirai d'ailleurs qu'on est toujours sur un big long qu'on avait déjà initié il y a plusieurs mois en arrière. C'est pas un très gros levier, hein. Vous l'avez, d'ailleurs, on l'a pour la plupart d'entre nous joué directement en spot. C'est du côté de Litecoin. Donc vous voyez, on peut très bien avoir plusieurs setups qui se contredisent. L'objectif est toujours le même, c'est de gagner.